Bienvenue sur Unis de la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est l'émission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Si tu te reconnais de cette description, que tu sois novice ou connaisseur, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur ami du moment. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie et Virginie pour animer ce podcast. Et c'est le dernier épisode de l'année avec un sujet plutôt léger que nous vous proposons d'animer, d'aborder avec deux invités exceptionnels que nous avons la joie d'avoir avec nous. Alors d'un côté, nous avons Marine Soichot. Bonjour Marine. Alors Marine, tu es fondatrice des chroniques du sexisme ordinaire. Il s'agit d'un média pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, dans les moindres détails, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Et puis de l'autre côté, alors nous avons la joie d'avoir Philippe Croison. Alors Philippe, je crois que beaucoup de personnes te connaissent. Tu es largement connu, reconnu notamment pour tes défis, pour tes explorations, pour tes challenges. Donc tu es aventurier, un conférencier optimiste. Et je crois que tu as toujours le sourire et le rire aux lèvres. Et finalement, tu as ce don de pouvoir faire rire toutes les personnes qui partagent un moment avec toi. Alors bienvenue à tous les deux. Merci. Alors justement, si ça vous dit de rire avec nous, de rire de la diversité, nous avons une première question pour vous. Alors tous ceux qui vous connaissent disent de vous que vous avez un humour décapant, mais finalement, d'où cela vient-il? Je ne sais pas d'où ça vient. En fait, j'ai pas un storytelling incroyable à raconter là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait du théâtre quand j'étais petite. Et je me souviens qu'au lycée, je jouais des sketchs de Desproges. Et puis, les années passant, j'ai plus vraiment fait ce genre d'activité. Et c'est revenu il y a 2 ans environ, où j'ai eu envie de revenir à quelque chose comme ça. L'idée s'est assez vite imposée de faire de l'humour engagé. Mais d'où ça me vient, je sais pas vraiment. Ouais, pour moi, j'ai toujours été un bout en train dans la famille. J'ai toujours organisé les mariages, les festivités, ainsi de suite. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, quand je suis sorti de l'hôpital 2 ans après, une de mes cousines se mariait et elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur. C'était l'un de mes moments les plus merveilleux pour moi. Je lui ai fait un mariage de fou. Je dirais, il y a deux personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère dans le sérieux et ma mère qui m'a toujours élevé dans la bêtise. Ma mère m'a toujours déguisé, m'a toujours mis sur scène, m'a toujours fait faire des conneries. Donc ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui, très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis pas très loin. Et pour toi, Philippe, est-ce que l'humour est venu progressivement? Marine aussi, est-ce que le don de faire rire s'est développé au fil de l'eau? Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille. Et ça, c'est important si les personnes qui nous écoutent ont envie de se lancer là-dedans, à faire du stand-up, des sketchs, à mettre un peu d'humour même dans leur vie quotidienne ou dans leur travail. L'humour, c'est quelque chose qui se travaille. On croit que les humoristes, ils arrivent sur scène, ils font des blagues, ils sont talentueux, talentueuses, et voilà, c'est comme par magie. Non, c'est énormément de travail. Les humoristes que vous pouvez voir en spectacle, c'est des heures et des heures d'écriture, de répétition. On teste une blague, une vanne, ça marche pas, on réessaye d'une autre façon. C'est beaucoup de travail et ça vient petit à petit. Et il y a des techniques qui s'apprennent. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir le sens de l'humour et tout le monde peut faire des blagues. Alors il y en a pour qui c'est plus ou moins naturel. Mais si vous vous dites, moi je suis pas drôle, je sais pas faire ça, en vrai ça se travaille. Oui, ou alors arrête. Non, non, après, moi, j'aime bien l'humour aussi naturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis toujours à bout en train. Et quand je suis sur scène, c'est vrai que si je vois un personnage qui est devant moi et que je peux m'amuser avec lui, je vais me faire plaisir. Toutes mes vannes que je fais sur scène, elles sont arrivées au fur et à mesure. Je les ai jamais travaillées en amont. Et quand je vois que les gens sont morts de rire, après, je peux faire une vanne sur scène qui fait flop. Mais ça, et donc, je la garde pas. C'est pas grave. Après, c'est vrai il faut des fois préparer des bonnes vannes. Mais j'aime bien le naturel. Moi, des fois, je tombe à plat, mais c'est pas grave. Je vais ressortir une autre vanne plus loin, les gens vont rigoler et ça continue. Alors moi je suis de l'école complètement inverse. C'est que moi j'aime pas l'impro. J'en ai fait d'ailleurs de l'improvisation théâtrale, j'aime pas ça.
Et tout est écrit dans le podcast, dans le spectacle. Tout est écrit mot à Ouais. mot, répété, pesé. Parfois, si vous allez dans des comédie clubs, vous voyez les Mhm. humoristes qui arrivent et qui posent leur téléphone. En fait, c'est parce qu'ils enregistrent et ensuite ils réécoutent pour savoir où est-ce que ça arrive, comment ça arrive. Et puis Mhm. ils y t'aiment. Voilà. En tout cas, moi, je suis de l'équipe. Tout est écrit avant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rodage. Et moi, rien n'est écrit et tout est pouf, comme ça, je balance. Vous êtes complémentaires tous les deux. C'est ça. Et d'ailleurs, on fait la même différence avec le conférencier. Le conférencier aussi, certains sont de l'école de l'improvisation totale et d'autres sont de l'école de tout est écrit. Donc, voilà. Ça fait partie, à mon avis, des particularités des métiers de scène. Et d'ailleurs, pour revenir sur la partie diversité, humour et diversité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement il y a des sujets à éviter? Est-ce qu'il y a des sujets justement sur lesquels au contraire il faut absolument aller? Parce que derrière il y a un objectif. Enfin, quel est votre rapport entre l'humour et la diversité? Moi, je dirais qu'on peut rire de tout. Alors souvent, on dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est un sketch de Desproges. Et on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, pas n'importe quand, et pas avec la mauvaise intention. Mhm. Et l'humour, c'est une connexion avec les autres, en fait. Donc pour D'accord. moi, ça doit forcément se faire en empathie avec les personnes auxquelles on s'adresse, et se demander, bah, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme connexion et comme relation? Qu'est-ce que par l'humour j'ai envie de renforcer comme relation avec ces personnes? Est-ce que j'ai envie de rassembler? Est-ce que j'ai envie d'expliquer, de faire passer un message? Moi, ça, c'est plutôt mon approche. Ou est-ce que, et malheureusement, parfois c'est le cas chez certaines personnes, en fait, j'ai envie, sans me l'avouer parfois, j'ai envie de dénigrer, d'exclure, et l'humour oppressif qui se fait au détriment des autres, pour moi, bah, est pas un humour inclusif et pas un humour pour la diversité. Et oui, je pense qu'on peut rire de tous ces sujets. On peut rire des choses sérieuses, on peut rire des choses graves, d'autant plus que le rire, ça sert à mettre à distance et à faire face à des situations difficiles. Ça sert à réduire le stress, hein. Il y a plein d'études en psychologie, neurosciences, qui montrent que rire, alors c'est magique, hein. Franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ça réduit le stress, ça renforce l'immunité, on a moins de maladies, on vit plus longtemps. Donc franchement, rigolez tous les jours, vous vivrez mieux, plus bien. Donc voilà, je pense qu'on peut rire de la diversité, mais ça dépend avec qui, comment, avec quelle intention. Moi, je vais faire le vieux schnock. Le vieux schnock qui dit c'était mieux avant. Aujourd'hui, je pense que toutes les communautés ont défendu leur cause. Ils ont été tellement loin à défendre leur cause qu'aujourd'hui, ils vont dans l'extrême qu'on ne peut plus rire de leur cause. C'est strictement interdit. Je m'exprime. Moi, je peux rigoler du handicap. Je peux me foutre de la gueule de tout le monde, de tous les handicapés. Et d'ailleurs, je vais très loin. Vous l'avez vu, hein, des fois sur mes réseaux sociaux, ou même avec Charlotte Desno sur YouTube, RD3T, rencontre du troisième type. On va très très loin dans la connerie avec le handicap. Et on n'a jamais eu de retour violent. Parce que qui peut m'attaquer sur ce sujet? Personne. Par contre, Davy, j'ai fait une vanne une fois, un jour à la télévision avec Nagui et Michel Simès. J'ai fait une. Bon, la vanne, c'est pas terrible, terrible, je l'avoue. Mais je m'en suis pris plein la tronche sur les réseaux sociaux. Ouais, Philippe Croison, il est homophobe, machin et tout. Je dis, mais jamais de la vie. Enfin, je suis le mec le plus ouvert qui existe sur l'univers. Enfin, j'adore vanner tout le monde, j'adore rigoler. Et là, je me suis pris une claque en disant, waouh, merde. Qu'on pouvait dire avant, il y a quelques années à la télévision, on peut plus le faire aujourd'hui. Et on le voit avec certains animateurs qui ont fait des vannes qui ont été un petit peu trop loin. Je suis peut-être d'accord, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est très très difficile de rire de tout. Donc, on peut rire de soi, on peut avoir de l'autodérision, mais Ouais, ne pas rire de l'autre. Ça, c'est compliqué. ouais, c'est Et compliqué. j'ajouterais qu'il y a une question, je disais qu'il y a une question d'intention, mais Ouais, l'intention ne fait pas tout. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je Hmm. considère que quand on rit, quand on veut créer une connexion avec l'autre par l'humour, bah, c'est aussi important de prendre en compte à qui on s'adresse, et de se demander quelles vont être les conséquences de mes blagues, mes vannes. Est-ce que je peux heurter d'autres personnes? Alors ça ne veut pas dire que ah bah faut pas rire de ce dont on n'est pas concerné. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Moi, je ris de plus puissants que moi ou des gens qui, voilà, du groupe dont je fais partie. Et c'est une règle que se donnent certains humoristes. Voilà, parce que je me vois pas faire des blagues
sur les personnes handicapées ou racisées, voilà, enfin, je n'ai pas envie d'aller là-dessus. Et je me pose la question de c'est quoi les conséquences? Et ça, moi je le vois beaucoup, je suis aussi formatrice sur le sexisme au travail. Et les blagues sexistes, c'est considéré comme des agissements sexistes, tout propos, comportement, attitude basé sur le sexe qui dénie, réduit, enferme. Et ça, c'est interdit dans le code du travail. Et donc, très souvent, les gens me disent, ah, ben, on ne peut plus rien dire. Moi, je dis, on ne peut plus tout dire. Et peu importe l'intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou parfois on fait des choses sans faire exprès. Même si, ah bah, je voulais juste faire rire. Mais qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça renforce? Est-ce que par ma blague sur des homosexuels, des personnes handicapées, des personnes racisées, renforce des stéréotypes qui vont alimenter des inégalités auxquelles ces gens font face dans leur quotidien en permanence et auxquelles moi, une fois que j'ai fini ma blague, c'est bon, je peux retourner à ma petite vie tranquillement. Donc, est-ce que je suis en train de faciliter la vie de ces gens-là en faisant de la pédagogie, en sensibilisant les gens sur les discriminations qu'elles peuvent subir? Ou est-ce que je suis en train de renforcer des stéréotypes et des discriminations? Et la limite est parfois ténue et c'est parfois difficile. Et donc moi, c'est pour ça que je vais pas sur certains terrains parce que bah, j'ai pas envie, malgré moi, de rajouter de la misère au monde et dire ah mais c'était une blague, c'était drôle. Et on le voit sur les questions de sexisme au travail. Si quelqu'un recadre une blague sexiste, on va lui répondre ah mais c'est une blague, t'as pas d'humour. Et répondre ça, c'est exercer une violence, c'est interdire, c'est déjà nier les émotions et la légitimité du ressenti de l'autre. On a le droit de pas trouver ça drôle. L'humour, c'est très contextuel, c'est très culturel. Il y a certains humours qui sont universels, Charlie Chaplin, c'est universel. Mais il y a des humours qui sont contextuels et culturels. Et ce que moi je trouve drôle, c'est tout aussi légitime que ce que les autres ne trouvent pas drôle. Donc, est-ce que j'ai envie d'apporter du mieux au monde et de faire que tout le monde se sente bien, ou est-ce que j'ai envie d'imposer mon humour au détriment peut-être d'un mauvais ressenti euh, chez d'autres personnes? Et la réponse de ah mais t'as pas le sens de l'humour, en fait, c'est empêcher la personne d'exprimer ce qu'elle ressent et c'est en fait l'empêcher d'être en colère. Et c'est une forme, c'est on ferme la discussion. T'as pas d'humour, donc ce que tu as à dire n'est pas légitime, tais-toi. Ouais, je suis complètement d'accord et ça me fait dire finalement que l'humour, c'est un marqueur de la société. C'est très apprenant au travers des conséquences, de l'impact de votre humour sur effectivement la population. Effectivement, c'est très apprenant aussi sur l'évolution de la société, sur le regard de soi, le regard de l'autre, notamment le respect et l'acceptation aussi de cette notion de diversité. Et ça me fait penser à cette notion d'acceptation, le fait d'assumer aussi qu'est-ce qu'on veut renvoyer à travers son humour. Et je pensais à une humoriste comme Laura Lone, qui effectivement peut être assez décapante aussi, assez choquante sur certains sujets. Et effectivement, c'est de se dire, bah, du coup, elle assume pleinement ce qu'elle renvoie parce que c'est voilà son positionnement en tant qu'humoriste. Okay. Ouais, ouais. Complètement, comme à l'époque Coluche, comme des proches à leur époque, ou Laura Lone aujourd'hui, Jérémy Ferrari, Philippe Cavrivière, tout ça, c'est des gens qui ont un humour débridé, où ils peuvent attaquer tout le monde. Mais ils attaquent tout le monde en faisant attention, bien sûr, de pas heurter, de pas blesser. Mais des fois, on le voit bien, des fois, il y a des gens qui se mettent à gueuler sur les réseaux sociaux après Laura Lone ou après Philippe Cavrivière, mais c'est leur job, c'est leur boulot. Donc, prenez-le au 36 millième degré. Ne le prenez pas au premier degré à chaque fois, sinon vous allez être malheureux toute votre vie. Et c'est là où c'est assez compliqué de pouvoir gérer cet humour. Bah, j'entends bien ce que dit Marine, mais à la fin, moi, j'ai la cafetière qui est grosse comme ça, je me pose la question, je fais plus de vannes. Même dans la rue, putain, j'ai plus le droit de faire une vanne. Oh putain, fais gaffe, ça va être mal interprété, ça va être mal. Donc ne fais plus rien, ne bouge plus. Attends. Bah, moi, je le vis un peu comme ça, et c'est dur, hein, c'est violent. Je trouve. Hein. C'est mon avis. Hein. Après, Mais il y a le fait de dire que ce soit une loupe du roi. Et on sort un peu tous les sujets, et on sait qu'on est là pour faire rire et tout ça, et peut-être que le contexte est précisé. Soit on est dans une volonté de faire évoluer la société, de faire réfléchir à des stéréotypes, à des choses qui sont tellement ancrées que ça fait rire tout le monde, mais quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, c'est pas normal, c'est pas... Donc, on peut, à mon avis, avoir l'humour qu'on veut. En revanche, il faut être clair dès le départ sur le cadre. Tu sais, l'humour pour moi, enfin, excuse-moi Virginie, mais l'humour est un outil de résilience extraordinaire, que ce soit individuellement et collectivement. Pour moi, c'est l'outil de résilience le plus puissant qui puisse exister sur la Terre. J'en veux pour preuve les attentats du Bataclan et ainsi de suite. Souvenez-vous, pendant 15 jours, France Inter, RTL, Europe 1, tous les humoristes se sont éteints pendant 15 jours.
Tout le monde a pleuré. Même moi le premier. Hein. J'ai pleuré pendant 15 jours. Je ne pouvais plus m'arrêter de chialer. J'étais tellement dans ce traumatisme qu'on venait de vivre. Et quand les humoristes se sont remis en route à vanner sur les terroristes, à vanner sur ce qui s'est passé, j'ai pris une respiration phénoménale. Le peuple a pris une respiration phénoménale. Dit, on peut reprendre notre vie. On peut reprendre une vie normale. C'était catastrophique, mais les humoristes se sont remis en route. Ça nous a permis de respirer. Et c'est ça qui est, enfin, c'est hyper important. Alors, effectivement, il y en a qui vont vous dire, il y a un temps pour tout. Il faut attendre la fin du deuil, mais ils ont attendu 15 jours. Et même moi, l'autre jour, j'ai fait une vanne et je m'en suis voulu un petit peu. On avait retrouvé des pieds et des mains dans une canalisation à Lyon. Et moi, j'ai fait une vanne, j'ai dit, waouh, ça m'intéresse. Et j'ai fait un petit hashtag, stop au gaspille. Et le tweet a cartonné. Et j'ai appris quelques heures plus tard que c'était un jeune qui avait été renfermé, qui avait été maltraité, ils ont découpé les morceaux, ils l'ont balancé dans la cuvette des chiottes, si tu veux. Et les pieds et les mains se sont coincés. Et là, je me suis retrouvé à un dilemme. Ma vanne était super bonne, mais je me suis dit, merde, si les parents ou la famille de ce gamin lit mon tweet, c'est juste atroce. Et là, je reviens à ce qu'a dit Marine tout à l'heure. Et j'ai supprimé mon tweet. J'ai pas pu le garder. Ma vanne a fonctionné pendant 1 heure ou 2 parce que tout le monde a rigolé en disant, waouh, putain, c'est très drôle. Mais quand j'ai appris que c'était un gamin de 16 ans, c'était plus drôle. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois? Et, et il Mais nous alors, du coup, tu as fait quoi? Tu as enlevé ton tweet? Tu as fait le correctif en disant il ne savait pas que c'était un Non, homme? surtout pas. Non, il faut jamais expliquer une vanne. Si tu expliques une vanne, tu vas dans le traumatisme. Moi, je l'ai juste retiré. Je me suis dit, mea culpa pour moi. Il y en a des gens qui ont réagi. On dit, pourquoi tu l'as enlevé? Voilà, j'ai pas réagi plus que ça. Ils ont tous compris que c'était un jeune, que voilà, j'avais fait une vanne à l'époque qui était drôle pendant 1 heure ou 2. Mais dès qu'on a appris à qui a ça, la vanne n'était plus drôle du tout. Voilà, elle était encore drôle si on veut, mais j'ai eu peur aux réactions de la famille ou des amis ou des choses comme ça qu'elle allait tomber sur ce truc qui est peut-être con à ce moment-là, quoi. Bah, tant qu'il n'y a pas de bad buzz, moi, ma philosophie, c'est never explain, never complain. Tu te rends compte que tu as fait une connerie, bah, tu essayes de réparer, en tout cas, enfin, de pas faire en sorte que ça continue peut-être ou que ça nuise, Ouais. et puis tu la fermes. Surtout, ça c'est le conseil le plus important. Si tu es dans un bad buzz, ferme ta gueule, n'alimente pas, ça va passer. Et puis au-delà de ça, ça me fait penser que la mort en général, d'une manière culturelle, hein, au sens large, culturellement, c'est ancré qu'on n'a pas le droit de rire. Donc quelque part, en fait, on a un rapport avec ce chose-là, avec les enterrements, avec le décès au sens large, qui fait que de toute façon, on ferme les portes. Et donc du coup, c'est tout aussi notre rapport à la mort qu'il faut qu'on arrive à déconstruire. Et moi, je sais que mon mari, au jour d'aujourd'hui, me dit, si un jour je décède, j'aimerais que ce soit la fête à mon enterrement, j'aimerais qu'on puisse rire. En France, Ouais, c'est pas possible, parce que ça c'est ça. serait mal vu, etc. Et c'est petit à petit, bah, rechanger un peu le regard et déconstruire aussi le rapport à ces choses un petit peu plus obscures de la vie. Alors, c'est faux ça. C'est complètement Oui. faux que tu dis parce que, Ah ouais? sincèrement, c'était le souhait de ma grand-mère. Et quand elle est décédée, en fait, avec toute la famille, on s'est réunis et on a ressorti toutes les histoires drôles, les blagues, les chansons, les machins. Donc, en fait, ça a été un enterrement hyper joyeux. Et je me suis dit, moi, je veux le même. Ouais, 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 Mais ouais. c'est pas commun, hein. Je suis d'accord avec Virginie parce que moi aussi, en général, quand il y a des enterrements, on essaie de se remémorer les bons souvenirs. Et bon, moi j'ai le cerveau qui arrête pas de fumer. Et ça m'est arrivé d'avoir des éclats de rire dans l'église, quoi. Et de plus pouvoir m'arrêter parce que je me mémore. Je remémore ce que j'ai vécu avec la personne, les éclats de rire que j'avais avec elle. Et là, j'explose de rire. Et je peux plus m'arrêter. Et là, tout le monde te regarde en disant, mais il est complètement con ce mec-là, il est en train de rire là. Alors que non, c'est un moment c'est un moment de partage, quoi. Encore une fois. Alors du coup, pour être un petit peu illustratif, est-ce que vous avez en tête tous les deux une blague sur le sujet des femmes ou sur le sujet du handicap qui vous fait particulièrement rire? Non. Alors sur le sujet du handicap, je connais pas assez, puis j'ai pas de référence. Et sur le sujet des femmes, malheureusement, la plupart des blagues sur les femmes génériques, les blagues à la Bigard, c'est des blagues ultra sexistes qui cochent toutes les cases de l'oppression. Et voilà, ou les blagues sur les blondes, voilà, moi aussi, hein. Malheureusement, non, j'en ai pas de drôles en stock. Par contre, j'ai des blagues potentiellement sur les hommes cis blancs hétéros bourgeois de plus de 50 ans, hein, Ah, parce que c'est vachement plus drôle.
Valérie Malin. Bah là, j'en ai pas qui, voilà, c'est moi qui me viennent, mais voilà, moi, je préfère rire de plus puissant que moi. Puis en plus, c'est quelque chose qui rassemble. C'est comme bah, tout ce qui est caricature des politiques. Voilà, tout le monde rigole parce que ce sont des personnes de pouvoir. euh, et ça fait partie du jeu politique d'ailleurs. Euh, et puis parce que finalement, dans les blagues, bah oui, on a les blagues sur les blondes, les blagues sur les femmes, les blagues sur les Arabes, les blagues sur les Belges, plutôt sur ceux et celles qui subissent déjà des oppressions systémiques dans la société qu'on va venir rigoler. Bah, et si on rigolait de ceux qui sont en haut de la pyramide, ça changerait quoi. Ça serait hyper drôle aussi. Alors moi, contrairement, j'ai toujours des petites vannes qui traînent dans mon cerveau, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je vanne que sur le handicap parce que je peux pas, j'ai pas envie de mourir comme ça en direct, donc je ne ferai pas de vannes sexistes. Je sais pas si vous avez vu ma dernière blague sur Internet. J'ai juste marqué, voilà, ça fait, il y en a qui disent le pauvre avec son handicap, et moi en général je marque, bah ça fait pratiquement depuis 1994 que je me suis pas levé du pied gauche. Ou alors je dis, vous vous rendez compte, ça fait 30 ans que j'ai pas vidé de la vaisselle. Vous voyez, c'est que inverser cette faiblesse en une force et les gens se marrent en disant putain mais qu'est-ce qu'il est con ce mec. Voilà, voilà, j'irai pas plus loin que ça parce que j'ai plein de blagues, mais je tiens à rester en vie. Hmm. D'accord, je comprends. Et de manière générale, comment vous choisissez les sujets de vos blagues? Je suis pas humoriste au sens, mon but c'est pas de faire rire. Mon but c'est de débusquer le sexisme dans les moindres coins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Euh, et donc l'humour est un moyen pour rassembler et faire de la pédagogie. Je dis ok, j'ai envie de parler de ça, je fais des recherches, je commence à écrire. Et puis bah il y a des endroits où je me dis ah tiens là je vais le dire comme ci ou je vais le dire comme ça. Et c'est parfois sur des trucs hyper potaches. Je sais pas si je pense par exemple à l'épisode que je suis en train de monter en ce moment sur la chasse aux sorcières. Donc je raconte la chasse aux sorcières à la Renaissance et pas au Moyen Âge. Et je parle de l'année 1484, année d'une bulle papale, donc le pape qui a écrit une circulaire du pape, quoi. Donc ce pape, il s'appelle Innocent, l'année Innocent, et j'ai fait dans le podcast euh, cette année-là, le pape s'appelait Innocent III. Bon, j'avais pas prévu de faire une blague sur le pape Innocent III, mais c'est arrivé comme ça dans le texte. Donc c'est plus j'écris ce que j'ai envie de dire et puis ensuite je place des petites choses, ça se fait au fur et à mesure, voilà, dans un process un peu flou hein, en vrai. Et puis derrière je retravaille et je dis bien est-ce que ça marche ou pas. Enfin plutôt pour la scène, pour le podcast une fois que c'est fait, c'est parti. Ça me fait rebondir. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas inspiré? Est-ce qu'il y a, il y a des moments où en fait rien ne va, rien ne... Ah ouais ouais il y a des sujets. Bah, l'épisode d'avant c'était sur le sexisme en politique et j'avoue que celui-là j'avais un peu de mal. Alors que là, par exemple, la chasse aux sorcières, j'ai des petites idées ou quand je suis dans le montage, je me dis, ah tiens, je vais rajouter un bruit de lion, ah, voilà, et je rigole toute Ouais. seule devant mon ordinateur. Ou je mets des extraits de films ou voilà. Puis c'est vrai qu'il y a des sujets, bah, selon le sujet, et puis selon l'état d'esprit, le mood dans lequel tu es aussi, bah, il y a des jours, enfin les gens qui font de l'humour, les humoristes, d'ailleurs, le disent, t'es pas drôle tout le temps, t'as pas tout le temps envie de faire des blagues, et puis c'est pas sur commande, enfin. Donc il y a des jours, tu es plus ou moins inspiré forcément. Et toi, Philippe? Oh là là. Non, moi, je suis voilà, quand j'ai pas le moral et tout ça, mais en général, ouais, j'aime bien rigoler assez souvent. Donc, même dans la rue, hein, je croise des gens, je leur parle. Il y a un truc qui m'interpelle. C'est un peu comme Jean-Yves Lafesse à l'époque. Tu te souviens de Jean-Yves Lafesse quand il faisait ces trucs dans la rue? Bah, moi, mais c'est mon trait de caractère. Je suis comme ça. Enfin, quand je vois quelqu'un avec, je sais pas, l'autre jour, il y avait une dame, je sais plus ce qu'elle avait. Elle avait un stylo dans la bouche et puis, je sais pas, je lui ai fait une vanne. Elle a craché son stylo, tu vois, elle a tellement éclaté de rire que mais moi, ça m'amuse. Et c'est ceux qui sont autour de moi qui me disent, putain, mais c'est bon, on peut passer une journée tranquille. Tu peux arrêter d'être chiant comme ça et on passe un moment tranquillou tous ensemble. Essaye pas de chercher une vanne en permanence, mais c'est pas de ma faute. C'est lui là-haut qui s'arrête jamais. Donc, il s'arrête quand je dors. Et même quand je vais me coucher, des fois, Susanna, elle me dit, putain, vas-y, on va dormir là. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il y a toujours un truc qui fuse. Mais même quand je regarde la télé, des fois c'est pas drôle et je regarde la télé d'un truc pas drôle et je m'éclate de rire. Et je dis, bah, pourquoi tu rigoles à ce moment-là? Je dis, parce que je viens de penser à un truc et ça m'a fait rire. Mais c'est comme ça, enfin, je sais pas m'arrêter.
J'imagine que finalement, l'humour, en fait, quand ça vient, à partir du moment où on est connecté à la vie avec tout ce qui arrive, tout ce qui vient, et on accepte du coup de laisser couler. Tu sais, mes premières vannes, elles sont arrivées après mes amputations. Quand je me réveille après 2 mois de coma, j'ai plus de bras et plus de jambes. Je suis dans un petit marasme et je décide de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Et là, je change de comportement total. Et le premier truc que je fais, alors, on est d'accord, c'est le masque du clown, hein, que je vais mettre, hein. Je mets un masque, gros sourire, et derrière, je hurle à la mort, hein. Mais pour faire du bien à mes proches et au personnel soignant, je vais raconter plein de vannes. Je vais pas m'arrêter. Je vais faire plein de conneries tout le temps en permanence. Donc, parce que ça, c'est le masque du clown. Mais ce masque du clown, je crois que je l'ai jamais enlevé. Il y a des fois, j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler. Mais il y a mon masque du clown qui est là, qui est très puissant. Mais là, on va passer chez Freud et compagnie. Donc, on va rester sur l'humour. Est-ce que vous pourriez partager une expérience où votre humour a eu un impact positif sur le public? Eh bien, moi, il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'ai joué le spectacle dans une médiathèque en Bretagne, à côté de Vannes, à Saint-Avé. Il y avait 30, 40 personnes. Les gens ont bien rigolé. C'était un super public d'ailleurs, un très bon moment de connexion. Et à la fin, on discute toujours un petit peu avec les gens et il y a une dame qui m'a dit ah merci, ça m'a fait du bien. Alors elle savait, c'est quelqu'un qui était déjà sensibilisé au sujet de sexisme, elle connaissait plein de trucs. Pour elle, c'était quelque chose d'important, mais quelque chose de lourd. Bah voilà, quand on est sur ces sujets-là, c'est pas tous les jours la grosse rigolade. Euh, et en fait, bah, ça lui a fait du bien. Ça lui a redonné un peu de baume au cœur et peut-être, j'espère, l'envie de continuer à s'intéresser, peut-être à s'investir ou à militer sur ces sujets. Donc voilà, passer un bon moment, pas idiot, qui fait réfléchir, soit pour, je donne à la fin du spectacle des axes qui sont vraiment appropriables par chacun, chacune dans sa vie quotidienne, pour essayer de faire reculer le sexisme dans le regard qu'on peut porter sur les choses et les gens. Donc il y a ça. Donc si déjà ils mettent en œuvre une des 4 pistes d'action que je leur propose, bah, c'est génial, j'ai tout gagné. Et puis, ou certaines infos qui vont les aider dans leur quotidien, dans leur conversation. J'ai par exemple ça m'avait fait aussi chaud au cœur. Je me suis dit, j'ai réussi. Un jour, quelqu'un qui m'a dit, l'histoire du pantalon dans l'épisode, il y a un épisode de podcast, je parle du pantalon. Je l'ai utilisé dans une discussion avec mon père ou mon beau-père, je sais plus. Alors on imagine bien le dîner de famille, ah là là, on peut plus rien dire, c'était mieux avant. Et voilà, moi mon objectif c'est de raconter des histoires et je dis aux gens prenez des munitions et servez-vous-en pour défendre vos convictions, faire passer les idées et les valeurs. Et c'est beaucoup plus facile de le faire avec des histoires et avec des histoires drôles Mm. qu'avec des grands concepts. Parce que si je commence à vous dire mais enfin Bourdieu explique bien dans la domination masculine que, alors que si je vous dis laisse-moi te raconter l'histoire du pantalon ou du déneigement des rues en Suède, bah là tout de suite il y a une connexion, il y a une attention et les histoires on les retient. Les histoires c'est ce qui fait la culture. En fait, la base culturelle d'une société c'est les mythes, c'est les histoires. Donc raconter des histoires et en plus des histoires qui génèrent une émotion positive par le rire, Mm. ça ancre les messages et les informations. C'est un peu comme moi, quand je suis sur scène, ma conférence, c'est une conférence spectacle. Et moi, mon rêve absolu, c'est que les gens sortent de là et se disent, putain, mais c'est chouette d'être handicapé, quoi. Et j'ai même, mon rêve absolu, c'est qu'il y en a qui courent chez leur chirurgien se faire amputer, tu vois. Et ils disent, waouh, le mec, il a une vie géniale. Moi aussi, j'ai envie de réussir ma vie. Je vais me faire couper les bras et les jambes ou je vais démonter une antenne de télévision. Donc, Mm. non, après, au début, mais ma première vanne, quand j'ai commencé mes conférences, après mon premier livre, j'ai décidé de vivre. J'arrivais sur scène, c'était des entreprises qui me faisaient venir. Et j'arrivais en faisant la gueule. J'étais là, je dis, ouais, voilà, c'est votre chef d'entreprise, il m'a fait venir pour que je vous raconte ma vie. Voilà, j'ai eu un accident, je suis une personne handicapée. Et je plombe les gens à mort. Et les gens ils se regardent, ils disent, oh putain, 1 heure. Là, on va prendre cher. Là, on va prendre cher. À l'époque, je faisais mes conférences avec les 4 prothèses. Donc, j'avais cette prothèse-là, le bras droit, où j'avais une main myoélectrique, où la main tournait en permanence dans un sens ou dans l'autre. Je pouvais la faire tourner comme ça, bzzz, en permanence. Et je disais, voilà, je commençais en disant, je ne savais pas quelle était ma place au sein de ma famille. Je ne sais pas quelle est ma place au sein de la société, mais ma famille a trouvé ma place pour moi. Et là, je faisais tourner ma main comme ça, bzzz, et je dis, c'est moi qui m'occupe de la cuisson du poulet au barbecue l'été. Et tu vois, là, les, les gens éclataient de rire. Je les laissais rire. Et à un moment donné, je disais, stop!
En une fraction de seconde, vous venez d'oublier. Vous venez d'oublier que j'étais une personne en situation de handicap. Vous venez de rencontrer Philippe. À partir de ce moment-là, on va passer un bon moment. Et bim, après, je partais sur le machin. Tu vois, c'était à moi de briser la glace, quoi. Donc, je partais sur un message puissant au départ où je les plombais à mort. Paf, ils avaient un éclat de rire. Et à partir de ce moment-là, on pouvait passer un bon moment. Et le rire, ce qui va déclencher le rire, on dit souvent, c'est une violation bénigne. Donc une violation, c'est quelque chose qui va contre les normes, qu'on n'est pas censé dire, qu'on n'est pas censé voir, mais bénigne, qui n'est pas trop grave. Donc, cette hyper grave violation, il a plus de bras, plus de jambes, mais donc c'est une violation, mais bénigne parce que on retourne le truc vers voilà, faire cuire le poulet au barbecue, c'est pas grave. Donc les deux ensemble, c'est rigolo. Ça me fait penser à cette expression, tu sais, ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et en fait, c'est cette autorisation, en fait, qu'à un moment donné, ouais, on lâche la bride et du coup, on y va, quoi. Alors que personne ne s'autorisait à le faire, à le dire, et à en rire, quoi. Donc, Ce que j'aime bien sur scène aussi, c'est tu sais, quand tu as les gens qui font le langage des signes, qui sont à côté de toi. Et moi, j'ai un débit de parole qui est complètement dingue. Je vais trop vite pour eux. Et à un moment donné, ils sont là, ils sont fatigués, on voit que les mains ralentissent. Alors je vais vers eux, je les pousse, je dis vas-y, laisse tomber, je te remplace. Les gens, ils sont morts de rire. Mais alors, c'est la fin de cette très belle épisode. Merci infiniment pour ce petit moment de rire, ce petit moment d'immersion dans la vie de humoriste. Et Hé, Virginie, ouais. Virginie, non, non, après, je te promets, je te laisse la parole. Hein. Je te coupe plus la parole. De toute façon, couper, j'aime pas ça. Mais il y a un truc qui m'est arrivé l'autre jour, ça m'a tué de rire. Et j'ai envie de le partager avec ceux qui nous écoutent. Ouais. Il y avait deux gamins. Tu vois, l'humour des enfants est extraordinaire. Et eux, ils le font pas exprès. Il y avait deux gamins. Il y en a un qui avait 9-10 ans et l'autre qui devait Ouais. avoir 7-8 ans. Et le grand de 9-10 ans, il fait oh, le monsieur, il a pas de jambes. Et il lève les yeux et il fait oh, il a pas de bras non plus. Et il tient la main de son petit frère et il dit regarde le monsieur, il a pas de bras, pas de jambes. Et le petit, il a levé la tête tellement vite, il fait n'importe quoi, il a pas de cheveux. Et là, j'ai pleuré. Je pouvais plus m'arrêter, quoi. Tu vois, l'humour, c'est dans la vie de tous les jours. excellent. Pas mal. Oui, merci. Donc, on approche de la fin de cet épisode. Merci à tous les deux pour nous avoir fait rire et nous avoir partagé cette passion du rire en lien avec les sujets de la diversité. Donc, merci à tous les deux et on a hâte de vous voir sur scène, tous les deux ou indépendamment. Donc, à très vite. Merci. À bientôt. Bien, Au voilà. revoir. Préféré.